Bonjour à tous, je suis Prudence Espoir et je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Parlons-en sur Model TV. Pour ce nouveau numéro, nous parlerons de la place et le rôle de la jeunesse dans la lutte contre la corruption au Mali avec Monsieur Cheikh Oumar Diallo. Alors, bienvenue Monsieur Cheikh. Bien, merci. Moi, je vous connais déjà, mais je vais encore vous demander de vous présenter un peu pour nos internautes, chers téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Ben, écoutez, je vous remercie déjà pour l'invitation aujourd'hui. Je suis très heureux d'être dans les studios de Models TV et je vous encourage à poursuivre dans le travail que vous êtes en train de faire, Merci. Prudence et tous les membres de la direction et le staff de Models TV. Moi, je me nomme Cheikh Oumar Diallo. Je suis un citoyen qui se définit comme un citoyen engagé. Cela fait quelques années que j'étais voilà, dans le monde associatif d'abord, à travers différentes structures associatives, avant de faire de la politique au sein d'un parti que j'ai quitté en 2021 passé pour revenir maintenant dans la vie associative et dans l'engagement de manière générale qui peut être souvent assez politique à travers d'abord notre mouvement qui se nomme Nouvel Horizon, dont l'objectif est de promouvoir le changement des mentalités en République du Mali, de lutter pour la promotion de valeurs démocratiques qui peuvent permettre à notre pays de sortir de là, et bien évidemment, comme la thématique de notre jour, de lutter contre La corruption. la corruption au Mali. Merci beaucoup pour tous ces mots à l'endroit de Model TV. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais savoir quelles sont les motivations pour un citoyen engagé. Ben écoutez, je pense que ça dépend du stade de notre vie. Au tout départ, euh, c'est un stade dans lequel on veut juste bien faire. Ensuite, on a envie d'aider. Ouais. Après avoir envie d'aider, on a envie de dénoncer. Et plus on grandit, plus à partir de là, on a envie de construire, d'unir, de rassembler. Et donc l'engagement, son objectif, c'est vraiment un objectif évolutif selon le moment où on démarre et le parcours qu'on réussit à faire. Donc plus on est jeune, plus on est engagé, dynamique, fougueux, plein d'énergie. Et plus on prend de l'âge, et plus on comprend que, voilà, au-delà de la fougue, de l'énergie, des convictions qu'on peut avoir, le plus important, c'est de réussir à s'unir, à se rassembler pour ensemble réussir à porter des choses qui vont apporter à notre pays. Parce que pour le cas spécifique du Mali, je ne peux pas parler d'autres pays, mais quand on observe un peu la situation dans laquelle sa jeunesse se trouve, sa situation dans laquelle la population de manière générale se trouve, on ne peut pas ne pas avoir envie d'aider. Surtout lorsqu'on a eu la chance de pouvoir bénéficier d'une éducation de qualité, de pouvoir bénéficier d'un cadre de vie qui soit un cadre de vie qui n'est pas à la portée de tout le monde et qu'on voit les disparités qu'il y a entre le citoyen et entre les citoyens eux-mêmes, qu'on voit les lacunes de notre État, qu'on voit les injustices qu'il peut y avoir depuis toute notre jeunesse jusqu'à aujourd'hui et qui se poursuivent. Euh, on a d'autres choix et d'autres envies que de vouloir s'engager pour essayer de, voilà, d'apporter sa petite pierre à la construction nationale et d'aider le plus grand nombre de personnes possible. D'aider et d'aider le plus grand nombre de personnes surtout. Et comme vous venez de le dire tout à l'heure, la jeunesse est la relève de demain. La jeunesse, quand on est jeune, on déborde d'énergie. Alors, j'aimerais savoir quel est le rôle de la jeunesse dans cette lutte contre la corruption dans notre pays, le Mali. Son premier des rôles, c'est de changer elle-même d'abord de comportement. Parce que Comment changer elle-même de comportement? Comment est-ce que la jeunesse peut changer de comportement, eh sa bien, mentalité, sa façon de voir la vie? voilà, c'est ça. C'est une question de changement de mentalité. C'est une question d'acceptation d'une réalité qui est que on ne peut rien obtenir sans effort. Ouais. Le goût de la facilité qui nous a été quasiment inculqué depuis plus de 30 ans a été une chose absolument destructrice pour notre tissu social. C'est ce goût de la facilité qui a entraîné des comportements déviants qui ont fait progressivement que tout le monde a trouvé normal que la corruption
soit une pratique dans tout ce que l'on est en train de faire. Quand on a envie d'avoir un papier plus rapidement, on décide de quorum. Quand on n'a pas envie de régler le clignotant de sa voiture, on décide de quorum. Quand on n'a pas envie d'échouer à un examen, on décide de corrompre. Donc, à tous les stades de la vie dans la société, on voit que la facilité est toujours le premier des recours vers lesquels le citoyen va. Et je pense que les jeunes sont les plus interpellés parce qu'aujourd'hui, au vu de la situation que notre pays vit, c'est à eux de prendre conscience qu'ils doivent changer de mentalité, de comportement, ne pas accepter la normalité de la corruption dans notre pays et se dire que c'est ce qui est en train de créer un frein, de créer un fossé entre les jeunes, de créer un fossé entre les citoyens, de créer une situation d'inégalité qui n'est pas viable. C'est cette prise de conscience dont on a besoin, que les gens comprennent vraiment, surtout dans le milieu jeune, que ce n'est pas viable pour notre pays et que c'est ce qui est la cause et la suite logique du drame, de la guerre que nous sommes en train de vivre, du drame de la crise économique, sociale, politique que le pays est en train de connaître. Donc, moi, je pense que le citoyen d'abord, mais ensuite, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Il faut que derrière aussi, les autorités donnent les bons signaux qui vont permettre au citoyen de comprendre qu'il est sur la bonne voie. Parce qu'un citoyen aussi ne comprend qu'il fait ce qui est bon qu'à partir du moment où la loi qui est censée lui apprendre que c'est ce qui est le bon comportement est appliquée. Et là, l'État a son rôle à jouer et l'État doit pleinement lui aussi le jouer pour que la musique d'ensemble permette à notre pays d'éliminer la corruption. En gros, chacun a son... Ou en tout cas de la réduire plutôt. D'accord. Donc, en gros, chacun a sa pierre à apporter à l'édifice pour lutter définitivement contre la corruption. Exactement. Alors, aujourd'hui, on note de plus en plus de jeunes qui sont réticents par rapport à la politique. Les jeunes préfèrent plutôt s'adonner à autre chose qu'à la politique. Alors, comment encourager cette jeunesse-là à la politique? Comment les encourager à aller vers la politique, à faire de la politique? Ben, on ne peut les encourager que par l'exemple. Il est important que ceux qui veulent que les jeunes s'engagent soient eux-mêmes des exemples dans le milieu politique, dans le milieu associatif, et qu'on comprenne aussi que le milieu politique est la suite logique d'abord du milieu associatif. Vous voyez? Le plus souvent, vous verrez que tous ceux qui se sont engagés en politique, ça, on peut prendre des exemples dans le reste du monde comme dans notre pays ici, ont commencé par un engagement associatif et engagement associatif à partir duquel ils ont nourri le goût de la politique. Et les figures qui émergent doivent elles aussi faire en sorte d'être des exemples qui vont permettre aux plus jeunes générations de comprendre que c'est bien de s'engager pour son pays, que c'est important de s'engager pour son pays et que c'est utile. En gros, pour s'engager pour la politique, il faut d'abord avoir le goût de la chose. Il faut d'abord avoir, voilà, il faut l'avoir comme vocation en soi. D'accord, je vois. Voilà, c'est quelque chose qu'on doit comprendre comme n'étant pas obligatoirement fait pour tout le monde. Parce qu'au Mali, c'est ce qu'on nous a appris. On nous a fait croire qu'il faut absolument faire de la politique pour s'en sortir, il faut absolument faire de la politique pour pouvoir survivre, alors que ce n'est pas le cas. C'est une question de vocation, il faut savoir détecter ces gens-là, il faut savoir les encourager, les pousser à aller vers l'excellence et surtout les encourager à n'agir que par conviction et et sans argent, quoi. Effectivement. Ouais. Alors, vous avez également un parti politique. Un mouvement. Un mouvement politique, voilà. Plutôt, autant pour moi. Alors, j'aimerais savoir, quels sont les plans de votre mouvement politique pour lutter contre la corruption? Ben écoutez, je dirais qu'il n'y a pas de plan particulier pour lutter contre la corruption parce qu'un mouvement politique n'a pas les leviers pour pouvoir mettre en place les politiques nationales pour avoir de l'effet. Mais ce que nous faisons, c'est que nous faisons de la sensibilisation, nous faisons des actions de formation, nous faisons quand nous le pouvons et quand les cas se présentent, des actions d'interpellation des autorités qui sont concernées. Et donc, ça peut être au niveau local comme ça peut être au niveau national. Mais je pense que vraiment, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plus
plus de débats autour de ce sujet-là au niveau local, en sensibilisant vraiment, comme je l'ai dit une fois de plus, les populations à ce qu'elles abandonnent certaines pratiques et qu'elles rejettent ceux qui veulent venir avec ces pratiques-là. Alors aujourd'hui, on crie partout hein, que concernant la gestion que ce soit du pays ou bien la gestion de voilà, tout ce qui est gestion dans le gouvernement, la jeunesse a tendance à penser que le gouvernement n'assure pas beaucoup. Raison pour laquelle il y a la misère que nous avons aujourd'hui. Alors comment peut-on s'assurer que les politiques sont responsables dans la gestion des fonds publics? Eh bien, il faut d'abord que le citoyen s'organise pour faire de la veille, que le citoyen s'organise pour mieux connaître ses droits en matière d'interpellation des autorités qu'il veut contrôler. Parce qu'on a des droits. Hein. Le citoyen a le droit de demander à son maire comment est-ce que les choses se déroulent dans la commune. On a le droit de demander au conseil régional. On a le droit d'interpeller nos représentants qui sont dans la chambre législative. C'est vrai qu'aujourd'hui, le CNT n'est pas élu sur une base territoriale, mais plutôt sur la base d'une nomination consensuelle. Mais n'en demeure, il y a des membres du CNT qui peuvent être interpellés par les citoyens pour qu'ils aillent à leur tour interpeller les autorités sur les sujets qui les intéressent. Mais je pense que voilà, la demande et l'attente populaire qu'il y a est une attente légitime, mais c'est une attente qui a besoin d'être canalisée sur la compréhension des enjeux qu'il faut relever étape par étape pour réussir vraiment à aboutir à un véritable développement. Et que les gens comprennent qu'il y a un sacrifice que nous devons tous faire dans cette période précise pour que le pays puisse s'en sortir et qu'à l'avenir, le pays puisse mieux se développer. Aujourd'hui, on a des enjeux qui portent sur la sécurité du territoire, la défense de ce territoire face à des hordes de terroristes qui veulent y semer le chaos. Nous avons également l'exigence de réformer notre pays pour en faire un pays dont le fonctionnement est plus adapté à notre réalité. On a une exigence de lutter pour un système judiciaire qui soit plus efficace et qui lutte réellement contre l'impunité. Et donc, je pense que tout doit être fait pour pousser les populations à comprendre que ces enjeux-là sont des enjeux qui sont les enjeux premiers avant lesquels on peut ensuite progressivement réussir à stabiliser le cadre économique et puis à trouver des solutions durables aux attentes des populations. Alors le thème de cette émission, le thème du jour, c'est la corruption, la lutte contre la pollution. Mais il n'y a pas que les jeunes qui sont victimes de cette corruption. La lutte contre la corruption, donc. La corruption, voilà. Et il n'y a pas que les jeunes qui sont victimes de cette corruption-là. Ouais. Il y a toute la population. Alors moi, j'aimerais savoir quelles sont les politiques et quels sont les programmes de sensibilisation mis en place pour lutter contre cette corruption-là. Alors là, ça, c'est une question à laquelle je ne suis pas le mieux habilité à répondre parce que forcément, ce sont les autorités nationales qui pourraient vous le dire. Mais je sais qu'en son temps, nous nous sommes battus pour que, notamment lors du dialogue national, que les recommandations intègrent une réforme du code pénal qui rendrait les crimes économiques et financiers imprescriptibles, c'est-à-dire des crimes toute la vie, jusque même dans la tombe, on pourrait te poursuivre pour avoir détourné de l'argent public. Et Dieu faisant bien les choses, le Conseil national de transition et le gouvernement ont trouvé un compromis sur un projet de loi qui permet justement de rendre totalement imprescriptibles les crimes économiques et financiers. Aujourd'hui, ces lois-là sont peut-être pas suffisamment bien connues des citoyens. Je crois que c'est important que tous les acteurs qui veulent lutter contre la corruption efficacement puissent s'approprier ces textes-là, puissent pousser auprès des autorités judiciaires les acteurs à vraiment prendre en main ces dossiers-là pour faire en sorte qu'il y ait des suites. Parce que vous savez, on ne peut pas sensibiliser les gens à lutter contre la corruption si derrière, on constate qu'il y a toujours une certaine forme d'impunité, en tout cas dans l'esprit du citoyen. Donc, ce qui ralentit la sensibilisation efficace du citoyen sur la thématique de la lutte contre la corruption, c'est le fait que derrière,
Il faut une justice qui démontre qu'il n'y a pas d'impunité sur ce sujet-là. Donc, on a des efforts qui doivent être des efforts mutuels et qui doivent relever d'une véritable volonté politique de lutter contre la corruption. Et je pense que celle-ci est progressivement en train de s'instaurer. On entend un peu moins, même beaucoup moins, parler de scandales au niveau de l'État. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'il y a eu beaucoup trop de rapports du bureau du vérificateur général, beaucoup trop de rapports de la CASCA, beaucoup trop de rapports de nos inspections qui sont restés sans suite et qui nécessitent aujourd'hui à ce que vraiment on travaille à ressortir ces dossiers-là pour les étudier, pour voir ce qui en est exploitable et ce qui en est réel et qu'à partir de là, le Malien sache à quoi s'en tenir. Parce que vous savez, le problème aussi de la corruption dans notre pays, c'est que le citoyen, souvent, il ne connaît jamais la finalité d'un dossier dont on lui a parlé. Ouais. La personne est-elle vraiment coupable? La personne est-elle vraiment innocente? La personne mérite quelle peine? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est ça le drame de la problématique de la corruption. On est toujours dans un flou qui fait que finalement, on ne sait même plus ce qu'il en est de la corruption. Et la jeunesse va même loin, jusqu'à perdre confiance même en... Ben oui, en tout. Et donc, c'est vraiment un problème de fond qui nécessite que vraiment dans la nouvelle république qui est en train de se dessiner, parce qu'on a adopté une nouvelle constitution qui doit être, dont les résultats doivent être étudiés par la Cour constitutionnelle très prochainement, et bien dans cette nouvelle république-là, il faut qu'on travaille à faire en sorte que l'impunité disparaisse et que l'accès à l'information dont le citoyen a besoin pour pouvoir se faire une religion de son État, eh bien, soit une réalité, qu'on sache le fond de tout, quoi. C'est-à-dire qu'on ne tourne pas autour du pot sans savoir réellement si... et qu'on sorte de la rumeur. Voilà ce que je veux dire. On est toujours plongé dans une rumeur permanente dans notre pays qui fait que, malheureusement, eh bien, écoutez, voilà, on ne peut pas pousser les gens à changer de comportement. Alors, si cette confiance, elle est perdue, comment l'État peut parvenir à récupérer ou soit à renforcer ce lien entre l'État et la population? C'est donc très important que l'État lui-même soit un exemple pour le citoyen, que le dirigeant public soit un exemple pour le citoyen, qu'il lui soit un exemple de probité, un exemple d'intégrité, un exemple de patriotisme, un exemple vraiment d'équité entre tous les citoyens. Et qu'à partir de là, le citoyen puisse lui aussi constater qu'il y a une évolution notable dans les problèmes qu'il constate. Et vous savez, on pourra difficilement être crédible dans la lutte contre la corruption si dans le même temps, ben derrière, il n'y a absolument aucune sécurité dans le pays. On pourra être difficilement crédible sur la thématique de la lutte contre la corruption si eh bien, le système éducatif continue à avoir des fraudes massives, des fuites massives de résultats. Donc, vous voyez, c'est la lutte contre un certain nombre de facteurs propices à la diffusion de la mentalité de la corruption. C'est en luttant contre ces faits-là qu'on peut réussir à rétablir une certaine forme de confiance. Et moi, je ne dirais même pas une certaine forme de confiance, mais à rétablir l'autorité de l'État sur la question de la sanction de la corruption. Vous voyez, il faut que le citoyen comprenne que l'État va sanctionner si jamais il rentre dans un comportement corrompu, on va dire. Vous voyez? Mais si le citoyen a le sentiment que rien n'en ressortira, qu'il pourra s'en tirer à bon compte, ben à partir de là, ben, il n'a aucune raison d'arrêter, quoi. Alors, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les peines que court une personne qui s'adonne à la corruption? Que ce soit un jeune, bien un politicien ou bien... Quelles sont les conséquences de la corruption? Mais les conséquences, elles sont légalement claires. C'est la prison. Ouais. Dès un certain montant, je crois que c'est à partir de 15 millions, c'est plus de 20 ans. Il y a des peines qui sont carrément à la perpétuité pour des actes de détournement de fonds publics ou de corruption. Donc, moi, je pense que le dispositif légal est là, mais c'est son application qui prend du temps. Tellement
Ce sujet-là est un sujet qui ne semble pas progresser. Moi, de tête, je ne vois même pas de dossier dans lequel on a enfermé quelqu'un. Dans ma tête, je n'arrive pas à en voir. Depuis, je crois, les années 99-2000, où je crois, il y avait eu cette affaire-là à la CMDT qui avait entraîné l'arrestation et la condamnation de certains hauts cadres de la CMDT. Mais depuis, jusqu'à aujourd'hui, je réfléchis, mais je n'en vois pas. Vous voyez? Et donc, c'est ce qui prouve à quel point il y a un problème. Et pourtant, si vous me demandez de citer le nombre de scandales qui me restent en tête depuis ces années-là, Ouais. ben, j'en dirais beaucoup, quoi. Mais parallèlement, si on me demande de citer des gens qui ont été condamnés pour corruption ou quoi que ce soit, ou pour détournement de fonds publics, j'ai du mal à le dire. Donc, c'est là tout le problème. Il faut qu'on ait des exemples frappants qui montrent aux gens que voilà, lui là, il est allé jusqu'à la condamnation, il s'est fait condamner. Ouais. Vous voyez? Ouais. Mais pas, il est arrêté, il est en détention, il attend son procès. Non, tout ça, là, tout ça, ça veut rien dire. Ce qui est le fond du fond, c'est qu'on aille au procès, qu'on entende, boum, monsieur, vous êtes condamné à telle chose pour telle chose. Voilà, là, on pourra dire que ça avance. Mais c'est ça l'enjeu complexe. Le dirigeant public qui doit être exemplaire, la justice qui doit s'appliquer enfin, et le citoyen qui doit être sensibilisé. Mais ça va dans ce sens-là. Le dirigeant d'abord, Ouais. la justice, et ensuite le citoyen, on Le peut lui citoyen. demander de changer de comportement. Mais si lui, il voit que la chaîne est complètement corrompue à tous les niveaux, ou il a le sentiment que dans la chaîne, il y a une certaine forme d'impunité, forcément, lui aussi, à son niveau, il va se rebeller contre tout ce qui va être la loi, ou tout ce qui doit lui être imposé. Si le sentiment est là qu'il peut s'en sortir, lui aussi, il n'a aucune raison d'être en règle. Vous voyez? Ouais. Et c'est en s'habituant à ne pas être en règle qu'on s'habitue à corrompre. Voilà. Parce qu'on se dit, bon, voilà, ça se gère. Comme on dit au Mali, fais un bébé géré, quoi. Il suffit d'avoir un peu dans la poche et puis ça ira. Et ça, c'est cette mentalité-là qu'il faut chercher à déconstruire en montrant aux gens qu'il y a des conséquences à la violation de la loi. En montrant aux gens qu'il y a déjà une loi. Vous savez, parce que les gens ont l'impression, souvent, quand tu vis au Mali, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Hein? Ouais. Ouais. Tu ne sais même pas qu'il y a quelque chose. Effectivement. Et ça, c'est dramatique. C'est ce qui fait qu'on est dans cette forme d'anarchie permanente et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, il faut qu'on apprenne aux gens qu'il y a de la loi dans le pays et qu'il y a telle et telle disposition qui encadre tel et tel sujet. Sur tous les sujets, il faut que le citoyen ait un minimum de connaissance de ce dont il a droit et ce qu'il encourt s'il viole ces textes-là. Donc, si à partir de là, lui, il le sait, on peut s'attendre à ce qu'il commence à trouver sa logique. Parce que toute personne qui connaît la loi, honnêtement, tu te diras, c'est normal, c'est effectivement, ça doit être comme ça. Ouais. Mais quand dans ton pays, les gens déjà connaissent pas très bien la loi, et en plus de ça, il n'y a jamais de sanctions pour te montrer ce que c'est la loi, bon, à partir de là, on vit au hasard seulement, quoi. Au petit bonheur, la chance, et quand on se lève, le feu, il ne marche pas. Bon, ça ne fait rien si on nous arrête au feu là. Tu as 100 francs, tu as 500 francs, ça se gérera. Le policier aussi, il se lève le matin et se dit, bon, combien de... Vous voyez? Donc, tout le monde est dans sa logique et tout le monde a l'impression que ça va. Et ce n'est pas pour taper sur quelque corps que ce soit, c'est général. Ce n'est pas un corps en particulier qui est en faute, c'est tout le système et toute la société même qui s'est habituée à la corruption. En gros, la balle est dans le camp de tout le monde. Voilà, exactement. Mais la balle est d'abord dans le camp du dirigeant public, puis de la justice. Ouais. C'est les deux d'abord qui doivent montrer l'exemple. Selon vous, dans 5 ans, 10 ans, est-ce qu'on peut parler de le niveau de la corruption aujourd'hui? Est-ce que ça peut diminuer? Ça peut être divisé par 2? Est-ce que ça peut être diminué? Moi, je crois que ça peut être réduit à presque rien. Parce que le Malien n'est pas quelqu'un qui est quelqu'un de pourri de nature. Le Malien, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'honneur, qui a de la dignité, qui a de l'amour pour son pays. C'est comme ça même qu'on définit un Malien à l'extérieur. Exactement. Mais malheureusement, c'est des dizaines d'années de laxisme, des dizaines d'années de culture de la facilité
et puis du compromis permanent qui ont entraîné notre pays dans cette situation-là. Aujourd'hui, regardez le Mali qui était humilié hier, qui était divisé en deux par des groupes terroristes dans lesquels on avait notre armée qui était obligée, parce qu'elle était affaiblie, de regarder ses propres citoyens se faire lapider au nord du pays pendant qu'ils étaient à Sévaré. Un pays qui s'est retrouvé humilié de toutes les manières possibles. Ce peuple-là, il est traumatisé. Mais c'est à nous aujourd'hui de travailler à montrer à ce peuple-là qu'on peut se relever, que ça va demander des sacrifices, mais que ces sacrifices-là ne sont pas des sacrifices insurmontables pour le citoyen. C'est des sacrifices qui vont nous demander d'être justes et de penser à l'avenir des générations futures. Et aujourd'hui, je pense que nous avons les bons signaux si nous nous donnons la main pour réussir à sortir de l'ornière et à trouver les bons moyens. Mais effectivement, je reste convaincu qu'au-delà des questions de sécurité, qu'au-delà des questions de réforme, la question de la corruption aussi est une problématique majeure qui va conditionner la stabilité de notre pays à l'avenir. Alors, Monsieur Cheikh Oumar Diallo, quels sont les critères pour adhérer à votre mouvement politique? Ben écoutez, notre mouvement Nouvel Horizon est un mouvement ouvert à tous. Hein. Il y a, le seul critère qu'il y a, c'est le critère de la citoyenneté, le critère de l'engagement, le critère de l'amour pour la patrie. Le mouvement est situé à la cité des 300 logements de Bamako, non loin de Touré-Korobougou, vers le 4e arrondissement. Et chacun peut s'y rendre pour adhérer librement au mouvement. À partir de là-bas, vous aurez toutes les informations pour tous ceux que ça intéresse, bien sûr, pour pouvoir adhérer au mouvement. Et on souhaite vraiment que les uns et les autres nous rejoignent, qu'on se donne la main, qu'on travaille à faire en sorte de construire quelque chose et qui va aider le Mali à changer de mentalité. Parce que moi, je sais et je vois combien les Maliens pensent aujourd'hui que les mentalités doivent changer. C'est le Malien croit, comme on aime le dire, le Mali croit. C'est tout ce qui est croit qu'on est en train de rechercher. Et c'est à ce travail-là que nous sommes voilà, en train de nous adonner. Non, il n'y a pas de limite d'âge. De 0 jusqu'à l'infini. Bon, disons plutôt de 18 jusqu'à l'infini, jusqu'à l'âge qu'on pourra avoir. Et voilà, donc c'est un mouvement dans lequel nous fondons beaucoup d'espoir, un mouvement très positif. Et donc, voilà, j'espère qu'avec le temps, on réussira davantage à convaincre nos citoyens que le moment du changement de mentalité est arrivé et qu'il peut arriver si nous aussi, nous jouons notre rôle dans le contrôle citoyen. Alors, le mouvement se trouve uniquement à Bamako ici ou bien dans les autres régions? Ben écoutez, on a des points focaux dans certaines localités de nos régions. Nous n'avons pas réellement de bureaux officiellement installés. Mais c'est dans le district de Bamako que nous sommes principalement installés. Et vous savez, moi je pense que c'est quelque chose de très progressif, ce type de travail-là. On a l'habitude de vouloir faire les choses toujours dans un grand désordre, mais moi je reste convaincu que l'avenir sera fait de notre capacité à accepter qu'il puisse y avoir des associations régionales, locales, qu'il puisse y avoir des partis régionaux, locaux, qui vont permettre vraiment de se concentrer sur voilà, comment est-ce qu'on peut changer certaines localités. Et progressivement, si ça doit s'étendre, ça s'étendra. Donc, c'est un travail progressif qu'on est en train de faire. Et voilà, la porte est très largement et grandement ouverte à toutes celles et tous ceux qui veulent nous accompagner. On espère que, voilà, à terme, on sera partout sur le territoire national et qu'on sera dans tous les pays où des Maliens sont présents. Parce que le combat qu'on mène, c'est un combat de conviction, un combat selon lequel aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est d'aider notre pays à construire une citoyenneté dans laquelle le Malien croit en lui-même à nouveau et le Malien s'engage à changer de mentalité. Parlons des priorités de votre mouvement. Est-ce que vous avez déjà eu à mener des actions, que ce soit à Bamako ici ou dans les autres régions? Oui, on mène des actions de formation ponctuelles.
Nous travaillons également à des actions de sensibilisation. Et c'est vrai que depuis près d'un an presque, nous avions beaucoup ralenti les activités parce que le contexte nécessitait à ce qu'on contribue à une certaine forme de stabilité dans notre pays. Et là, je pense qu'avec le pas que nous venons de franchir suite au scrutin référendaire, dans lequel nous avons largement mené campagne pour l'adoption de ce texte-là, eh bien, voilà, il est temps de reprendre encore le poil de la bête pour faire en sorte que voilà, le terrain puisse être préparé à ce Mali nouveau auquel tout le monde aspire depuis 15-20 ans maintenant. Est-ce que vous aspirez à être à la tête de ce pays un jour? C'est une question énorme. Hein. Je crois qu'en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'aspire vraiment à participer très activement à la construction de notre nation. Je suis convaincu que je dois jouer un rôle dans ce pays-là, à quelque niveau qu'il soit. L'essentiel, c'est que je puisse participer à la construction nationale. Parce que pour moi, c'est un devoir. Le pays m'a tellement donné et j'en ai beaucoup à lui rendre. Et il continue à m'en donner. Je reste très jeune, hein, donc voilà, j'ai moins de 40 ans. Donc j'ai encore de longues et belles années durant lesquelles ce pays continuera à m'offrir voilà, ce qu'il peut m'offrir. Et moi, je pense que c'est mon devoir de lui rendre aussi beaucoup. Donc qui sait ce que l'avenir nous réservera. La réponse, quand même, elle est oui, en quelque sorte. Ah, c'est bien, ça fait plaisir. Monsieur Cheikh Oumar Diallo, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir, de vous avoir reçu sur ce plateau de Model TV dans votre émission. Parlons-en. Alors, vous avez un dernier mot parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Ben écoutez, le dernier mot, c'est déjà encore une fois de vous féliciter, de vous encourager, de vous remercier pour tout le travail formidable que vous êtes en train de faire parce que ça aussi, c'est une manière de sensibiliser et d'informer le citoyen dont nous avons besoin parce que notre territoire est tellement vaste et parce que notre peuple est si nombreux que voilà, le plus grand nombre de médias il y a, responsables bien sûr, et le mieux le pays se portera. La dernière chose, c'est vraiment un appel à tous nos citoyens, à tous nos compatriotes, qu'ils soient au Mali ou à l'étranger, pour que voilà, on aide notre pays à sortir de cette situation-là par des gestes et des actes qui sont très simples, qu'on poursuive notre processus d'enregistrement pour qu'on ait nos cartes d'état civil, qu'on poursuive notre processus d'enregistrement pour avoir nos cartes d'électeurs, qu'on s'intéresse à la vie de la nation et à chaque fois qu'on soit en mesure de choisir des dirigeants qui soient des dirigeants plus vertueux afin qu'on élimine, comme vous l'avez dit, la corruption de notre pays. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous d'être restés du début jusqu'à la fin. Et comme on le dit, la corruption est une épine qui gangrène notre société. Et pour y remédier, il faut que chacun mette la main à la pâte. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous.